Bienvenue aux Matins éphémères, 8h16. Ça se poursuit. Cette fois, c'est avec Georges Goma qu'on va s'entretenir. Georges, qui est notre chroniqueur depuis quelques années déjà. On se disait ça tout à l'heure en ondes. Une belle complicité à l'émission. Merci beaucoup de nous éclairer. C'est toi qui est notre phare pour nous parler de l'Afrique noire. On parle trop peu dans les médias, je pense. On parle beaucoup à CKRL de l'Afrique noire. Oui, grâce à toi et de comprendre un peu les enjeux mondiaux et politiques et économiques aussi de ce qui se passe là-bas. Sinon, rajouter ceci, l'Afrique noire est aussi une variante très importante, l'Afrique noire dans les relations internationales, la place qu'a l'Afrique dans la circularité du monde. En tout cas, le monde ne peut pas fonctionner sans l'Afrique. Ça, c'est pas possible. Je le déclare ouvertement ici. Oui, voilà. Et l'économie non plus. L'économie non plus. Et on va parler ce matin, c'est ça, du FMI et du Congo. Là, on fera le lien. On va mettre en place une série de chroniques, quelques chroniques. On aura des invités d'ailleurs dans les autres semaines. Parlons un peu FMI et Afrique parce que évidemment, c'est comme dans tout pays, là, c'est pas indissociable. C'est pas indissociable. Bon, on va dire ceci, Caro, à nos auditeurs qui nous suivent sont très, très, très nombreux. On a des retours là-dessus. Partout dans le monde, jusqu'en Australie, on nous écoute. Tu vois un peu. Ben oui. Et donc, en annonçant cette chronique, il y a, tu sais, la révolution des médias sociaux, Caro. C'est une révolution fulgurante. Ce qui fait que il y a des informations sur les médias sociaux. Et je suis tombé sur l'information selon laquelle le FMI, après plusieurs missions à Brazzaville, 6 certainement, et depuis près de plus de 2 ans maintenant, n'arrive pas à trouver un accord avec le Fonds monétaire international parce que en ce moment le Congo-Brazzaville vit une crise aiguë de son économie et recherche depuis très longtemps à avoir des négociations avec le Fonds monétaire international pour redémarrer son économie. Et ça a toujours été soldé par un échec. Et donc, cette information qui a circulé sur les médias sociaux nous disait que, le FMI a coupé définitivement avec le Congo-Brazzaville. C'est pourquoi, un peu, dans cette précipitation, nous avons programmé, n'est-ce pas, cette chronique. Mais ça a coupé, là, c'est récent, donc? Oui, c'est récent. Il y a 2 jours que c'est sorti, là. OK, tout à fait. Et puis hier, toute la journée d'hier, évidemment, je suis rentré en contact avec nos contacts à Washington. Tu n'oublieras pas que nous sommes allés à Washington aussi. Des contacts partout sur la planète, toute la diaspora. La planète, c'est peut-être pas encore en Chine. Non, ça c'est pas encore en Chine. L'Occident, disons l'Occident. Voilà, tout à fait. Et tu sais que nous sommes allés aussi à Washington, au Fonds monétaire international, où nous avons fait des manifestations avec des associations, des ONG congolaises et africaines aussi, qui suivent particulièrement l'évolution de l'Afrique et nous étions allés, n'est-ce pas, à Washington pour dire au Fonds monétaire international de ne pas donner de l'argent comme ça dans un pays où évidemment il y a beaucoup de choses à voir. D'abord, soi-disant, la gouvernance par exemple. Bon, mais par contre, revenons un peu. Donc, on va remettre dans 2 semaines cette information le temps qu'on puisse vérifier clairement si, évidemment, Washington, le Fonds monétaire international, a arrêté avec le Congo-Brazzaville ou pas. Mais pour aujourd'hui, nous avons quelque chose à nous mettre sous la dent, Caro. Oui. On va essayer de parler de ce Fonds monétaire international. C'est quoi le Fonds monétaire international? Et aussi, naturellement, de façon immanquable, on va parler aussi de la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce sont les 2 institutions qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est une ville des États-Unis, pas loin de Washington. OK. Et qui, en juillet 1944, a fait une réunion pour créer ce qu'on appelle la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est pourquoi on les appelle les institutions de Bretton Woods. Et c'était pourquoi? Parce que 1944, c'est quand même, ça présage la fin de la guerre. Ouais. Qui s'est terminée en 1945. Ouais, on sentait là qu'on était vers la fin. On était vers la fin, mais le monde entier était complètement à terre. L'Europe surtout. L'Europe surtout était complètement à terre après une guerre violente, dévastatrice.
Et donc, ces institutions ont été créées à cette fin-là pour reconstruire, parce que quand on parle de la Banque mondiale, c'est un ensemble d'institutions parmi lesquelles la première, c'est la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ça, c'est la première institution qui fait partie de la Banque mondiale. Donc, il faut reconstruire une Europe complètement par terre. Et en 1947 est consenti le premier prêt acquis à la France. C'était la reconstruction de l'Europe et qui s'est étendu ensuite au monde entier. En 1947, donc, le premier prêt de 250 millions de dollars est consenti à la France. Tu vois. Ouais. Ça, c'est la Banque mondiale. Et puis aussi, je peux dire aussi que cette Banque mondiale avait une spécialisation. La spécialisation de la Banque mondiale, c'est le développement surtout et la lutte contre la pauvreté aussi. Hein. Ouais, donc ça c'est très 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 important à dire, alors que le Fonds monétaire international, lui oui. veillait à la stabilité du système monétaire international, c'est-à-dire la monnaie et les finances, les échanges. Ouais. C'est un peu le gendarme du système international concernant la monnaie. Tu vois, et ça c'est le rôle fondamental, n'est-ce pas, du Fonds monétaire international, cette coopération donc monétaire internationale, garantir la stabilité financière évidemment, faciliter les échanges internationaux et contribuer à un niveau de vie d'un niveau élevé de l'emploi. L'emploi, ouais. Tu sais, ce sont des éléments qui sont vraiment rattachés, n'est-ce pas, à l'économie d'un pays. Donc voilà, ce FMI qui veille à la stabilité et à prévenir aussi, ça c'est un autre élément très important, Caro, c'est de prévenir les crises du système monétaire international qui est essentiel pour promouvoir une croissance économique durable, accroître les niveaux de vie et réduire la pauvreté. Voilà donc ces institutions au niveau international. Et certains ont pensé, mais pourquoi le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne fusionneraient pas? Mais oui. Parce que de toutes les façons, les deux institutions siègent à Washington. Et en leur conseil d'administration, les assemblées générales d'ailleurs, au même moment, 2 fois par année. Okay. Donc tu vois un peu la contamination des buts. Oui. Voilà. Et de l'une et de l'autre institution, et d'autres ont pensé que fusionnez-vous. Mais non, il n'y a pas de raison qu'ils fusionnent. Il n'y a pas de raison qu'ils fusionnent. Et là, ils ont aussi le même actionnariat. C'est-à-dire les mêmes pays qui font partie du Fonds monétaire international sont les mêmes pays qui font partie de la Banque mondiale. Ils sont 183, 184 États qui font partie. Donc, c'est le même actionnariat. Ouais. La différence se trouve à l'encours des prêts que l'une et l'autre consentent. Ah oui, après, mais bien sûr, la Banque mondiale... La Banque mondiale est beaucoup plus grande parce qu'elle utilise déjà près ou plus de 10 000 employés. Ça, c'est la Banque mondiale. Ah oui, quand même. Avec un encours des prêts de près de 250 milliards de dollars. Ça, c'est la Banque mondiale. Et le Fonds monétaire international qui utilise près de 2700 seulement employés. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, non, c'est déjà beaucoup. Mais comparé effectivement à la banque, c'est quand même impressionnant. Comparé à la banque, c'est vraiment impressionnant. Et l'encours au niveau du FMI, l'encours des prêts est à peu près de, on peut dire... près de 34 milliards de dollars. Hein? Donc, il y a quand même une sacrée différence. Voilà à peu près pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voilà ces deux institutions qui veillent évidemment à la stabilité de l'économie du monde et pas seulement cette variante de l'économie seulement, mais la lutte contre la pauvreté. Aussi, c'est un élément important, n'est-ce pas, dans le rôle que jouent ces deux institutions de Bretton Woods. Donc, on voit que la dimension politique est battue en retrait. Ouais. Parce qu'ils disent que non, mais nous, c'est surtout... mais attendez, on ne peut pas... Il y a la souveraineté des États, on peut le comprendre. Mais il devait avoir une clause éthique aussi, qui puisse faire quand même un encart pour la gouvernance. Parce que de façon très flagrante,
on voit très bien certains États qui sont des États criminels. Oui. Des États criminels, parce que la criminalité, c'est quoi? C'est enlever la vie à une autre personne quand on n'a pas l'autorisation, la légitimité de le faire. Dans certains États, bien sûr, le droit peut décider de donner la mort à telle ou telle personne parce qu'on menace vraiment l'intégrité. Il faut que le droit passe par là. Mais quand on a des États qui sont des États purement criminels, c'est-à-dire qui massacrent des populations qui n'ont rien demandé, clairement, et que des institutions au niveau international puissent donner encore des prêts à ces États-là, ça n'est pas normal. Et nous n'arrêterons pas de le dire ouvertement parce que ces institutions, Caro, au niveau international, il y a des chartes. Et quand on lit ces chartes-là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve que l'être humain, c'est sacré. La lutte contre la pauvreté. Oui, oui, ben non, tu as tout à fait raison. L'être humain, c'est sacré. Puis à partir de là, je comprends pas comment on peut consentir des prêts. Mais aussi le fait que certains de ces pays criminels-là, outre le fait d'assassiner leur population, volent les richesses. Voilà. Si l'aspect humain, disons, touche pas trop les financiers, est-ce que l'aspect monétaire de dire ben tel pays a volé les richesses au peuple et ses dirigeants en ont plein les banques suisses et plein les banques et plein les paradis fiscaux. Ça pourrait être aussi un argument. Ben oui, Caro, je suis très très content que tu apportes ce point-là. Mais la criminalité, vous voyez, la définition même de la criminalité, quand on donne ici en Amérique du Nord, elle est très 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 large. Tu sais que parfois quand tu te lèves, tu es dans une famille, tu te lèves sans dire bonjour à ton père, ça peut être considéré comme un comportement criminel, sur le plan de la morale familiale. Tu vois un peu? Pas dans ma culture, mais... Mais revenons à ce que tu as dit, bien sûr, on massacre des gens à tout va. Mais on massacre aussi l'économie. Parce que ce que nous voulons dire ici, c'est quand même, même si on a décliné un peu les fonctions du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, tel qu'on vient de voir, c'est très très beau. Mais il faut avoir aussi le courage de critiquer ces organisations-là, dans le fonctionnement interne de ces organisations. Je n'accuse personne, mais il est bien clair que les gens qui travaillent au sein de ces organisations aussi ne sont pas irréprochables. Il y a eu beaucoup de cas de fonctionnaires du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont retrouvés dans des combines impossibles en Afrique ou bien ailleurs. Là, on parle de corruption pour être sur la même... On parle de corruption, bien évidemment. Quand on parle de la criminalité économique et financière, la corruption est à côté. Et à ce moment-là, à ce niveau-là, le Canada a quand même des prévisions de très 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 fortes là-dessus. Hein? La GRC travaille là-dessus. Il y a beaucoup d'autres institutions qui travaillent là-dessus. Et je vais dire aussi que il y a la coalition des biens mal acquis ici au Canada, qui est une ONG par des Africains et qui traque évidemment des Africains qui viennent planquer l'argent de leur pays ici au Canada. Donc cette criminalité financière aussi, il faut bien la mettre en évidence, et aussi que ces organisations puissent se mettre, n'est-ce pas, à l'esprit que nous devons refléter un peu ce que nous disons dans nos chartes. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Pour le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, Dominique Strauss-Kahn, qui a été l'un des grands directeurs du Fonds monétaire international, avant que Madame Lagarde ne vienne, Christine Lagarde ne vienne. Et Strauss-Kahn, qui a failli être président des États-Unis, non, pas des États-Unis, de la France. Non, pas de la France. Mais vous savez que Monsieur Strauss-Kahn est le conseiller de Denis Sassou Nguesso, et qui était à Brazzaville, tout le temps il est à Brazzaville. Il est le conseiller de Denis Sassou Nguesso, alors qu'il sait très bien que le système de Monsieur Denis Sassou Nguesso est cité dans beaucoup d'affaires de corruption à grande échelle. Alors comment peut-on comprendre qu'un ancien directeur du Fonds monétaire international puisse se mettre à la merci d'un État voyou, d'un État corrompu et d'un État corrupteur? Ça, c'est pas Georges Goma qui le dit. Ce sont des rapports qui le disent là-dessus, parce que quand je le dis, évidemment, au Congo-Brazzaville, on m'écoute là. Je peux pas aller là-bas, sinon on me coupe la tête. Mais il faut qu'on le dise, qu'il y ait des gens qui aient le courage de le dire, et que ces organisations internationales puissent prendre cela en ligne de compte, que
dans leur mission fondamentale, il faut protéger les populations. Un régime en place, la première des choses, c'est de s'occuper de sa population. Ce n'est pas de la massacrer et de la rendre dans la pauvreté la plus immonde. Le Congo-Brazzaville, par exemple, c'est 4 millions d'habitants seulement. C'est un pays pétrolier, le 4e producteur de pétrole en Afrique au sud du Sahara, qui a beaucoup d'autres commodités comme le cuivre, le bois et tout cela. Mais comment un pays aussi riche, qui a vu sa dette enlevée tout le temps par ces mêmes institutions internationales et qui est à 120% de dette par rapport à son produit intérieur brut, et on le caresse pas dans le sens du poil. Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est comme une personne qu'on caresse dans le sens du poil. Il peut faire ses bêtises au su et au vu de tout le monde. Et on est là, comment on va lui donner de l'argent? S'il n'y avait pas des Congolais en exil, que Sassou Nguesso a envoyé en exil, et qui vocifèrent tous les temps, comme nous autres, mais qui sait, peut-être que le Fonds monétaire international aurait déjà donné de l'argent à Denis Sassou Nguesso. Bon, alors là, au moment où on se parle, qu'en est-il? Le Fonds monétaire a largué Sassou Nguesso. Ah, ben écoute... C'est selon les dernières informations à vérifier. Ben, selon les dernières informations, dans les négociations du Fonds monétaire international avec le Congo-Brazzaville, qui est allé là-bas, le Fonds monétaire est allé presque 5 ou 6 fois au Congo-Brazzaville, sont toujours trouvé une solution avec ce pays-là. Et pourquoi on n'a pas trouvé de solution? Parce qu'il y a des choses qui sont incroyables, qu'on peut pas accepter comme ça. Le Congo, le Fonds monétaire international, il faut savoir ceci. Le Fonds monétaire international conseille les États membres, leur fournit une aide. Est-ce que le Congo est un État membre? Ah ben bien sûr. Oui. Ah non, il est un État membre. Donc, par principe, le Fonds monétaire international a l'obligation d'aider le Congo-Brazzaville. Oui. Mais la situation du Congo-Brazzaville est tellement flagrante depuis 21 ans maintenant que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Elle est tellement flagrante que donner un prêt à Denis Sassou Nguesso sans qu'il ne puisse remplir un certain nombre de critères de gouvernance, ça serait un mauvais exemple. Ouais. Donc, faute d'avoir pu diversifier son économie, par exemple, et gérer de façon efficiente les retombées du pétrole, j'ai dit que le Congo est un producteur de pétrole, le pays est dans une situation d'incertitude jamais connue auparavant. Le Congo est dans une situation d'incertitude. Il y a des travailleurs qui n'ont pas perçu leur salaire depuis plus de 20 ans, pas 20 ans, mais 25 mois, par exemple, 2 ans qui n'ont pas reçu leur salaire. Est-ce qu'on peut penser cela? Et le Congo-Brazzaville, c'est un ancien pays socialiste, c'est-à-dire que les gens qui travaillent fondamentalement, c'est des fonctionnaires de l'État. L'initiative privée n'a pas été développée. Donc il y a très peu de gens qui travaillent dans le privé. Et ceux qui sont dans le privé, c'est des grandes organisations comme Total. Alors, donc, évidemment, il y a un grand risque intercurrent d'entraîner toute la région en plus d'Afrique centrale. La situation du Congo est tellement mauvaise et que toute la CEMAC, toute la zone financière au niveau de l'Afrique centrale est très très en danger. Mais comme il y a une sorte de solidarité entre les dictateurs, sont tous des dictateurs, qui va se lever pour dire à Denis Sassou Nguesso, écoute, toi, tu vas nous entraîner dans l'abîme et tout ça là, ravise-toi, et puis l'influence que Denis Sassou Nguesso... Ils rament tous dans le même bateau. Ils rament tous dans le même bateau de la dictature. Et on peut remarquer que l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus mieux lotie. La CEDEAO, ma foi, ils ont un système assez stable. Tout le problème, c'est donc le Congo. Et donc, voilà, il y a ce Congo-là. Et le Congo, on voit bien qu'il est cabré dans une posture d'absence flagrante de perspective. Il n'y a pas de perspective pour le Congo-Brazzaville. Et il oppose une sorte de résistance caractérielle. Écoute-moi bien, caractérielle du régime dictatorial. C'est-à-dire que quand une personne est caractérielle, très très sensible, tu le touches, il se rétracte. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Sassou Nguesso devient intouchable. Dès qu'on le touche, il réagit. Et comme il a toute cette attirail, toute cette armée, tous ces moyens-là, ma foi, il est là. Il voit très bien que le pays va à l'abîme. On lui donne des conseils. Il veut pas du tout écouter.
Donc, voilà à peu près la situation du Congo-Brazzaville. Mais je vais te dire ceci, Caro, que par rapport à cette situation, le FMI continue quand même à vouloir faire prendre raison à Denis Sassou Nguesso. Alors, dans cette perspective, il y a 8 choses. Il y a 8 points fondamentaux autour desquels, évidemment, le Congo peut se tirer d'affaire. Et les 8 points que le Fonds monétaire international essaie de poser à Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord le changement de la gouvernance. Le changement de la gouvernance. Il suffit de ce point-là, puis c'est déjà pas mal. Voilà, mais ce point-là est apparemment celui qui fait le plus mal à Denis Sassou Nguesso. Ben oui, parce que le Fonds monétaire international demande de renforcer sa gouvernance et lutter contre la corruption. Ça, c'est le premier rapport, c'était lutter contre la corruption. Donc, tu vois que le FMI était un peu souple avec Sassou Nguesso. Renforcer sa gouvernance. Mais après, les États-Unis aussi ont droit de regard là-dessus. Les États-Unis. Et la deuxième posture, désormais, c'est que les États-Unis exigent l'adoption, c'est-à-dire que le Congo doit changer. Cette fois-ci, c'est changer de gouvernance. Donc, on voit clairement que le Fonds monétaire international et les États-Unis ne veulent plus que le régime de M. Denis Sassou Nguesso puisse continuer à diriger le Congo en toute opacité avec un grand écart de déficit démocratique, là. Tu vois? Donc, voilà, ça c'est la deuxième posture maintenant du Fonds monétaire et des États-Unis. Une nouvelle gouvernance, ça veut simplement dire que M. Denis Sassou Nguesso battait les pattes, laissait le pays se reconstruire avec des personnes nouvelles qui ne sont jamais mouillées dans ces corruptions et ainsi de suite. Et cela serait une très 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 bonne chose. Ouais. La deuxième chose, Caro, et là aussi, c'est là où on convoque un dialogue inclusif recommandé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et le Fonds monétaire et les États-Unis d'ailleurs. C'est-à-dire que même si ce dialogue-là est fait sous la couverture d'un comité international, eh bien les Georges Goma se lèveront un jour pour aller dire leurs mots là-bas, pour qu'on puisse mettre en place un vrai système qui va essayer de corriger les turpitudes de ce régime dictatorial qui dure depuis près de 40 ans maintenant, pour un tout petit pays comme ça. Le deuxième point, Caro, tu m'arrêtes, hein? Oui, il reste 3 minutes. 3 minutes seulement? Alors, aussi la mise en place d'une institution de lutte contre la corruption. Mais là aussi, il y a le Conseil de ministres qui a délibéré des choses que la personne qui doit diriger cette institution doit être nommée par le président de la République. Le vice-président par le Premier ministre. Mais ça veut dire simplement que non, une institution qui va lutter contre la corruption, commandée par le chef de l'État qui lui-même est la tête pensante de la corruption, mais c'est pour dire tout simplement que ça se fera jamais. Parce que cette institution ne peut pas être neutre comme ça, là. Le troisième chose, c'est faire des audits de la Société nationale de pétrole du Congo et des autres institutions du pétrole congolais. Là aussi, c'est un gros morceau. Il faut faire des audits. Mais si on fait des audits dans le sens plein du terme, on va découvrir l'ampleur, n'est-ce pas, de cette corruption, de ces scandales. Voilà. Faire aussi l'audit de la délégation générale aux grands travaux. Les grands travaux, c'est un secteur qui a été créé, les évidemment. Travaux routiers, les chantiers et tout cela. Et c'est tellement budgétivore. Et la personne qui dirige, c'est M. Jean-Jacques Obouya, qui est un très proche, un protégé du président, qui a été cité dans les affaires. On part des chantiers puis on garde l'argent puis on les termine pas. Et qui a été cité dans des affaires ici au Canada, de bien mal accueilli. Lui, il est là-dedans. On comprend là aussi que ça peut pas, on peut aller nulle part. Voilà. Alors, la cinquième chose, c'est de négocier avec le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, là, avec tout ce qu'on va pas dire, là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. En Chine, évidemment, il y a une grosse dette chinoise du Congo-Brazzaville. Et puis aussi, il y a beaucoup d'argent que les gens du Congo sont allés planquer là-bas en Chine. Or, la Chine ne veut pas ouvrir ces comptes-là parce qu'ils savent très bien que le Congo leur doit de l'argent et c'est une garantie pour eux. Ce qui fait qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont créé des sociétés écrans avec la Chine et puis on ne peut pas s'en sortir à ce niveau-là. Il y a la sixième chose, je vais rapidement avant de terminer, le rapatriement des avoirs extérieurs du Congo pour renforcer la couverture extérieure du franc CFA. On a parlé aussi du franc CFA, car le fameux franc, cette monnaie coloniale qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc
c'est une mission impossible là aussi, car les avoirs du Congo sont placés dans des comptes séquestrés. Tu vois un peu, et pour lesquels garantissant d'importants prêts consentis pour la Chine. Il y a une banque qui est devenue célèbre, c'est la China Exim Bank. Qui, n'est-ce pas, qui garde tout cela. Et puis, on va terminer, Caro, ne t'en fais pas. La septième chose, le septième point, c'est réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan. Le chemin de fer Congo-Océan, c'est pour moi l'économie du Congo. C'est-à-dire, le chemin de fer qui fait la liaison entre Pointe-Noire, la ville côtière, la deuxième ville, la ville économique du Congo, et Brazzaville, la ville capitale. C'est un lien important pour l'économie. C'est un lien important pour l'économie. Si le chemin de fer ne fonctionne pas correctement, l'économie ne fonctionne pas du tout. Et puis aussi, le dernier point, c'est quand même l'apaisement du climat politique et social au Congo-Brazzaville. Le climat, il y a des prisonniers, Jean-Marie Michel Mokoko qui est élu président en 2016, qui est en prison. Et puis, le climat social, les gens qui n'ont pas leur argent, qui en souffrent, les Congolais qui souffrent. Mais c'est un climat qui est délétère. On ne peut pas faire l'économie avec un système comme cela, Caro. Voilà à peu près d'une manière. Impossible à... C'est cela. Voilà, donc c'est à peu près ça. On va revenir. Nos auditeurs doivent nous suivre parce qu'on va décortiquer la situation du Congo-Brazzaville dans les rapports avec le FMI. Nous sommes en contact avec nos contacts à Washington pour nous dire un peu où est-ce qu'ils en sont. Et puis, M. Denis Sassou Nguesso, s'il y a un conseil, tout simplement qu'il fasse un peu du recul là, qu'il est resté très longtemps au pouvoir et maintenant, s'il aime ce pays, il devait, n'est-ce pas, prendre sa retraite maintenant et laisser le pays se régénérer avec des nouveaux esprits. Ouais, et ça donnera un éclairage aussi sur d'autres pays africains. Absolument. Bien sûr, en lien avec le FMI. Merci beaucoup, Georges Goma. C'est très éclairant ce matin. Merci, Caro. Merci. Je te souhaite une très, très bonne journée. Merci. 8h43, on parle sport dans quelques minutes avec Dominique Gérard. L'émission Les Matins éphémères est présentée par la Boîte à pain, boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner.